Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité des livres. Invité de Pont-Neuf, Jean-François Colosimo pour son livre Occident, ennemi mondial numéro 1, paru aux éditions Albin Michel. Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Tout se passe comme si, en l'espace de moins de 2 ans, de l'automne 2021 à l'automne 2023, les événements se sont brusquement précipités. Nouvel assaut contre l'Arménie, la répression des femmes iraniennes, l'occupation russe de l'Ukraine, le 20e congrès du Parti communiste chinois et bien entendu les massacres du 7 octobre. Au centre de ce maelstrom, la dénonciation de l'Occident, sorte de porteur de tout le mal, et votre diagnostic est sans appel. Ce n'est pas une nouvelle guerre mondiale qui se prépare, mais la première guerre mondialisée qui a débuté. Quelle différence faites-vous entre une guerre mondiale et une guerre mondialisée ? Alors, vous voyez, une guerre mondiale, on a connu la première, on a connu la seconde. C'est en fait, sur un laps de temps relativement court, 4 ans, une organisation bipolaire du monde, 2 camps, les puissances alliées et les puissances de l'Axe, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale. On est obligé en quelque sorte de se rallier, il est difficile de rester véritablement neutre. C'est une guerre conventionnelle qui se passe sur la terre, dans les airs, sur les mers. Et puis, à la fin, il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Et puis, il y a un traité de paix. Et puis, il y a une réorganisation du monde. C'est Yalta après 1945, quoi qu'on en pense. Mais enfin, c'est une redistribution générale des cartes qui est acceptée. Là, nous sommes dans ce que le pape François, il a une formule pour ça, la guerre en miettes, la guerre en fragments, la guerre en débris, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous n'aurons pas un affrontement généralisé, mettons, autour d'un côté les États-Unis et les nations supposées occidentales, et puis de l'autre côté, par exemple, ces 5 néo-empires, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et la Turquie qui d'un coup formerait un véritable front militaire. Non, nous avons affaire, on nous avait promis la paix perpétuelle, vous vous souvenez, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Et puis, enfin, nous avons des guerres continuelles, des guerres qui explosent partout, y compris désormais sur le vieux continent, qui était censé être l'îlot de la paix, n'est-ce pas ? Ça, c'était notre dernière ultime utopie, n'est-ce pas ? Nous allons rester comme ça, préserver une espèce de bulle. Ce Finistère de l'Eurasie serait préservé des conflits. Non, on a la guerre, même ici. Et en fait, ces guerres, elles débutent et elles se terminent jamais. Au sens où, d'une part, elles sont interminables. Interminables. La guerre d'Afghanistan, pour les États-Unis, c'est 20 ans, c'est 2 décennies. Vous voyez, c'est 5 fois la Deuxième Guerre mondiale. Et puis si on compte en fait l'invasion par les Soviétiques de l'Afghanistan en 78-79, qui est la vraie bascule du monde, c'est pas 89, 78-79, lorsque le religieux revient en politique, eh bien dans ce cas-là, vous voyez que quelqu'un qui a 60 ans, qui est né il y a 60 ans à Kaboul, en fait n'a connu que la guerre. Mais lorsque les États-Unis s'en vont d'Afghanistan, ça a tout l'air d'une débâcle. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de traité de paix, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ils ont été là pendant 20 ans, ils ont dépensé 2500 milliards de dollars. Il y a eu 200 000 victimes militaires et civiles. 2 décennies, 20 ans. Pourquoi ? Pour rien, on s'en va. Rien n'est réglé. La guerre peut redémarrer demain. N'est-ce pas ? Et alors, donc, c'est ça, cet état de guerre, en fait, voilà. Et les guerres latentes, parce que les conflits ne font pas qu'opposer les nations ou les peuples, mais la notion de conflit, de violence aussi, traverse les peuples de l'intérieur à domicile.
Et contrairement aux attentes et à l'inverse de ce qui était promis, on n'a assisté ni à la fin de l'histoire de Fukuyama, ni à la guerre, au choc de civilisation de Huntington. C'est tout l'axe du monde qui a tourné sur ses gonds. Et votre formule d'ailleurs, c'est « le monde vacille ». Oui, bien sûr. Parce que, bon, la fin de l'histoire, c'était une blague. En fait, c'était une blague philosophique, si je puis dire, d'Alexandre Kojève, ce grand philosophe russo-français qui interprétait Hegel d'une certaine façon, assez systématique. Et d'ailleurs, ça a déteint sur des générations de philosophes français. C'est lui qui nous a fait croire que Hegel professait la fin de l'histoire. Fukuyama ne fait que reprendre ça. Alors, Kojève, en son temps, il avait vu la fin de l'histoire dans la Russie stalinienne, puis ensuite, après-guerre, dans le Japon industrialisé, et puis finalement dans la communauté européenne. Donc il ne cessait de varier lui-même. Fukuyama, la mondialisation heureuse, elle s'est découverte tout de suite malheureuse. Ça n'a pas duré 1 an ou 2, n'est-ce pas? Le seul moment qu'il y ait eu véritablement, c'est cette plus grande alliance que le monde ait jamais connue, celle de la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein, qui intégrait même une dizaine de nations musulmanes alors. Mais je dirais que c'était un adieu. Comme il y a des adieux au musical, vous voyez, il ne faut pas confondre les entrées et les sorties. C'était un adieu au monde d'hier, cette grande coalition, et de suite, les conflits se sont multipliés. Ça, voilà. Quant au choc des civilisations, Huntington, le tort de la théorie d'Huntington, qui n'est pas l'homme qu'on croit, c'est pas le théoricien du bushisme, c'est plutôt un démocrate au départ, c'est un homme qui est pour l'isolation des États-Unis. Il considère que les États-Unis vont mal et qu'il faut qu'ils arrêtent de faire la morale à travers le monde. Donc c'est pas du tout un va-t-en-guerre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si on a eu l'impression que George W. Bush utilisait sa théorie pour, je dirais, polariser le monde, n'est-ce pas? Mais bon, le grand tort du choc des civilisations, c'est que les civilisations dont il parle, Huntington, ne sont pas véritablement objectives, ne sont pas homogènes, ne sont pas valables. Je veux dire par là, le bloc musulman, il est vraiment dévoré par la guerre civile entre sunnites et chiites. Le bloc slavo-orthodoxe qu'il dessine avec la Russie, mais regardez, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie sont dans l'Europe. Alors c'est là qu'on en arrive à, si j'ose dire, la touche Colosimo. Ce tournant, vous entreprenez d'en détailler toutes les dimensions géostratégiques, politiques et même théologiques. C'est-à-dire, vous dites que la religion, après tout, est le carburant des empires et le religieux, c'est votre formule, est l'inconscient du politique. On tente de le refouler, mais il remonte très vite à la surface. Ce qui se passe, c'est une crise de nature religieuse. Alors, si vous me permettez, j'ajouterais même que, contrairement à ce qu'il disait Marx, la religion, on voit aujourd'hui, ça n'est pas que l'opium des peuples, c'est aussi l'amphétamine des despotes et des tyrans, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 5 empires, alors ces 5 empires anciens, empire tsariste, russe, empire perse, iranien, empire ottoman, turc, empire Qing chinois, empire moghol, puis britannique, indien. Ces 5 empires, en fait, ils subissent, à partir de 1492, le choc de l'Europe conquérante, de l'Europe avec sa ratio, sa raison, avec sa technique, avec son administration, avec ses armées, avec ses savants, qui d'ailleurs vont écrire l'histoire de ces peuples pour eux, n'est-ce pas? C'est l'immense choc. C'est le club des 5, comme dans les livres de la bibliothèque verte que nous. Et il ne manque que le chien d'Agobert. C'est le club des 5. C'est le club des 5. Alors, ces empires-là, ces vieux empires, 18e, ils cherchent à s'européaniser, à se moderniser. Ils balancent un peu, je dirais, à la poubelle ce qui faisait leur distinctivité, leur tradition. Et puis, au XIXe siècle, ils essaient véritablement de se réformer. Mais ils veulent bien tout de l'Occident. Tout. Pas vraiment tout. Ils veulent seulement la volonté de puissance prométhéenne, n'est-ce pas? La puissance. Mais ils n'acceptent pas, finalement, de cette Europe le retour critique sur soi. Ils n'acceptent pas de cette Europe l'interrogation sur l'identité. Et ils n'acceptent pas aussi le partage du pouvoir. Partage des pouvoirs entre le spirituel et le temporel, mais aussi partage du pouvoir entre le prince et le peuple.
il refuse de remettre en cause la divinisation du pouvoir, et donc ça entraîne des réactions très fortes. Tous ces empires font des réformes, puis deviennent réactionnaires, et puis ils accouchent après l'apocalypse de 14-18, qui est une espèce de suicide moral pour l'Europe, qui se prend pour la civilisation avec un grand C. Alors ils accouchent de nouvelles réalités. Alors il y a deux solutions. Pour s'occidentaliser à fond, sans limite, au XXe siècle, il y a le nationalisme. L'empire perse disparaît et donne lieu à la Turquie. L'empire ottoman disparaît et donne lieu à la Turquie. Vous avez Atatürk, Mustafa Kemal et Mohamed Reza Pahlavi, n'est-ce pas, d'un côté. Et puis de l'autre, il y a le communisme. Alors vous avez aussi dans ce club nationaliste l'Inde de Nehru, n'est-ce pas? Et puis à côté, vous avez le communisme. Alors là, vous avez, c'est simple. Là, c'est très simple. C'est Lénine, Staline, et Chiang Kai-shek renversé par Mao, et puis Mao, Mao Tse-tung. Et là, en fait, on occidentalise à mort. Vas-y, on fait des usines gigantesques, on fait de la sidérurgie, on veut maîtriser, encore une fois, le feu sacré, mais le feu sacré de la modernité. On inverse les peuples, on ouvre des prisons, on déporte dans les camps. Partout, n'est-ce pas? C'est une violence terrible, et puis surtout, on supprime le passé obscurantiste. On a lu les encyclopédistes, la religion, c'est l'obscurantisme. On supprime. L'Acmé, c'est la révolution culturelle, évidemment, en Chine populaire. Donc là, c'est l'Occident qui est au pouvoir dans tous ces pays, mais ce sont des gens de ces pays qui occidentalisent, je dirais, de manière forcenée, de manière délirante. Et puis arrivent leurs successeurs, et ça ne marche plus, parce que ça s'est essoufflé, parce qu'en fait, tout ça, c'est des religions politiques, c'est des religions séculières, ce sont des messianismes sociaux. Et alors, c'est un grand tort qu'ont, je dirais, les amateurs en construction religieuse, comme sont tous ces gens, Mao, Lénine, Atatürk, etc., c'est que les religions se gardent bien de promettre le ciel sur terre et l'au-delà ici-bas. Mais non, eux, ils l'ont fait, ça ne marche pas. C'est essoufflé. Que font leurs successeurs? Vladimir Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, Erdogan en Turquie, Modi en Inde et Khamenei, le successeur de Khomeini, ben, ils se disent il faut du religieux. Ils vont chercher dans le musée, là, ils vont chercher dans le KGB, ils ressortent les vieux cultes, les vieilles croyances, mais ils les conforment, ils les clonent sur l'expérience autoritaire ou totalitaire. La mémoire, ils créent une nouvelle mémoire identitaire parce que la religion, il n'y a rien de mieux pour inclure les siens, exclure les autres, mobiliser ses troupes et gagner la guerre en offrant comme perspective au sacrifice suprême, évidemment, l'immortalité. Vous avez une formule d'ailleurs délicieuse pour les plombiers et pour les religions, et il faut faire appel aux professionnels. Sans ça marche parce pas. Parce que depuis en fait, le XVIIIe siècle, on avait un peu des amateurs. Oui, et la religion, c'est comme la plomberie. Mieux vaut faire appel à des professionnels. Alors, vous dites quand même, si je ne m'abuse, c'est dans une interview au Point, mais c'est dans votre livre aussi, que cette tentative de déstabilisation de l'Occident est condamnée à la faillite. D'où vous vient cette certitude? Alors attendez, d'abord, c'est-à-dire, il faut distinguer. Parce que l'Occident, personne ne sait ce que c'est. C'est une notion très tardive qui apparaît au début du XXe siècle. Généralement, c'est pour en pleurer le déclin ou en invoquer la défense, n'est-ce pas? C'est une thématique très tardive, parce qu'Occident, en fait, c'est quoi? C'est une position géographique, tout simplement. C'est l'Ouest. Ou alors c'est le couchant. Bon, c'est tout. On est toujours l'occidental de quelqu'un et l'oriental d'un autre. Mais là, ça devient une entité géopolitique et ça devient une espèce de construction idéologique. Alors, elle ne tient pas debout, cette construction. Si on dit l'Occident, c'est gréco-latin, n'est-ce pas? Aristote arrive en Europe au XIIIe siècle et Platon au XVe, jusque-là inconnu. Si on dit il est judéo-chrétien, mais attention, alors dans ce cas-là, pourquoi l'Europe a persécuté les Juifs pendant 1000 ans et plus? Oui, ce sont des constructions. On va dire c'est les Lumières. Mais alors, où est-ce qu'on va mettre Auschwitz, le Goulag, Verdun, par rapport à cette épiphanie de la raison politique? Ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, ça ne tient pas debout même quand on dit l'Occident,
c'est la démocratie, l'état de droit, les élections, la règle de droit. Non, pourquoi? Parce que si on prend ces critères, il y a des pays d'Amérique latine qui vont dans ces critères. Mais vous me direz jamais que l'Argentine fait partie de l'Occident, instinctivement. L'Occident, c'est vraiment, ça n'a qu'un sens concret depuis 1945, c'est l'Alliance Atlantique. L'OTAN. C'est-à-dire un cartel anglo-saxon avec une domination de Washington sur l'Europe et l'Océanie. Parce que là, vous mettez l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans l'Occident, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, d'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que du coup, regardez comment ça s'est passé après-guerre. Je vous souligne. La Turquie, et puis l'OTAN, c'est une alliance contre l'URSS. Du coup, la Turquie est dans l'OTAN, mais Israël n'a jamais été dans l'OTAN. Pourtant, même en 1970, si on est dans l'imaginaire, dans les représentations, l'imaginaire au sens fort, dans le symbolique, la société israélienne, c'est une société plus occidentale, entre guillemets, que la société turque. Donc on voit bien qu'il y a un effet... D'autant que vous rappelez, enfin c'était déjà dans votre livre précédent, mais vous revenez dans ce livre aussi, c'est naturellement sur le massacre des Arméniens. Oui. Votre livre précédent portait un titre bouleversant, ça s'appelait « Les hommes en trop ». Et vous n'hésitez pas non plus à parler d'une république négationniste de Turquie qui continue à prétendre, c'est ce que vous disiez à l'instant, à l'occidentalisation au moment même où elle s'édifie sur l'exclusion de toute altérité et sur le déni des massacres. Oui, mais il y a les Arméniens, mais les Grecs expulsés. Les Juifs, il n'y en a presque plus. À Istanbul, les fameux séfarades venus... enfin, on est sur des reliquats de population. Il y a eu une politique d'extinction de tout ce qui ne correspondait pas au modèle turc sunnite, qui est un modèle en plus complètement inventé. Alors, je dirais que même aujourd'hui, vous voyez, les Kurdes, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas turcs ethniquement, donc ils souffrent. Et les Alévis, ils peuvent être turcs ethniquement, mais ils ne sont pas sunnites dogmatiquement, doctrinalement, donc ils souffrent. Vous êtes face à une construction identitaire qui éradique tout ce qui n'est pas elle, n'est-ce pas? Mais cette construction identitaire, vous voyez, elle correspond vraiment à ce que je disais. Poutine restaure les monastères que les bolcheviks dynamitaient. Xi Jinping cite inlassablement Confucius dont les gardes rouges brûlaient les écrits. Modi veut réhindouiser les Indiens comme les islamistes veulent réislamiser les musulmans. Bon, Khamenei, pas besoin d'insister tout de même, le régime iranien, on voit bien ce qu'il est. Mais regardez Erdogan, qui nous a, je dirais, illusionnés, bercés avec cette espèce véritablement de mythe d'un islamo-démocratisme ou d'une démocratie islamique à la manière de la démocratie chrétienne, n'est-ce pas, des années d'après-guerre. Eh bien, regardez la vérité. Aujourd'hui, Erdogan, eh bien, il est le soutien du Hamas. Explicitement, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Erdogan qui a restauré le culte musulman dans Sainte-Sophie pour nier les Grecs. Et d'un autre côté, qui vraiment, je dirais, soutient le Hamas inconditionnellement. Et la Russie de Poutine, qui a pourtant un nombre incroyable, je dirais, d'ex-citoyens soviétiques russophones en Israël et qui était plutôt réputé pour l'âme Israël, à cette occasion-là, parce que l'Iran lui fournit des drones, n'est-ce pas? La Russie prend parti contre Israël. Et vous avez la Chine qui prend parti contre Israël parce qu'elle a besoin du pétrole iranien. C'est vraiment un club des cinq. Alors on arrive au 7 octobre et on découvre au lendemain de ce massacre que Téhéran, que Ankara, que Moscou ont été les premiers à se précipiter pour attiser la vague d'antisémitisme qu'a entraîné la riposte au pogrom. Et donc, on a vu aussi, récemment, cette semaine, la main des Russes dans les tags sur le mur du mémorial. C'était la signature de la Russie.
C'est ce que disent nos services, et on a tout à fait on aurait tort de ne pas les croire, parce que nous n'avons, nous, aucun intérêt à avoir une Russie qui, je dirais, distille le poison antisémite en France. Vous voyez ? Mais s'ils le font, c'est pour véritablement déstabiliser la France de la même manière qu'ils veulent déstabiliser le Proche-Orient. La politique de Pékin, de Moscou, de Téhéran, d'Ankara, un peu moins de New Delhi, parce que l'Inde est beaucoup plus neutre. De toute façon, l'Inde, c'est un continent en soi. Mais les autres, leur politique, c'est l'affirmation de la force et de la cruauté. On valorise pas simplement la force, mais la cruauté. Alors vous concluez votre livre. Oui, et ensuite, juste ça, pas seulement la force et la cruauté, et c'est pour propager le chaos, parce que dans le chaos, ils vont régner. Alors, vous concluez votre livre par un vibrant plaidoyer pour la France, pour que la France érige la solitude en affirmation, pour qu'elle avance sans se soucier de savoir qui la suit. Les autres pays membres finiront par suivre, et vous en appelez au courage, à la vertu. On ne répond pas, je vous cite, on ne répond pas à une sommation par un sermon, on réplique au chantage des armes par le réarmement, moral sans doute, militaire certainement. Vous souhaitez un engagement militaire ? Nous sommes engagés dans une guerre multiforme, asymétrique. Nous sommes attaqués dans le cyberespace aujourd'hui par la Russie. Nous sommes attaqués économiquement par la Chine. Nos intérêts au Proche-Orient et en Afrique sont menacés par au Proche-Orient, par l'Iran. En Afrique, de manière manifeste par la Russie, la Chine et la Turquie. La guerre, elle est là. Il y a bien sûr la guerre d'Ukraine. On ne peut pas laisser tomber l'Ukraine. Laisser tomber l'Ukraine, c'est en fait inconcevable, parce que ça voudrait dire que nous acceptons en fait une politique d'éternelle lâcheté. Et évidemment, on a tous les droits de critiquer le gouvernement de M. Netanyahou, pourquoi pas, enfin je veux dire, nous sommes dans un pays de liberté, mais il est évident aussi qu'il faut que nous opposions à ce scandale intolérable qui est désormais, dans le discours de certains en France, la nazification du juif. Attention, nous sommes là face à véritablement des menaces comme nous n'avons peut-être jamais connues. D'un mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission, Noël Lenoir, avocate, ancienne ministre des Affaires européennes, disait jeudi dernier dans le Figaro, si elle met sur le même plan le Hamas et l'État d'Israël, à quoi sert encore la Cour pénale internationale ? Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec cela, et encore une fois, de toute façon, je dirais, qui a commis le 7 octobre ? Qui ne libère pas les otages ? Merci Jean-François Colosimo. Pont Neuf, c'était l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des livres. Bon dimanche à tous.